en finances publiques, quelle est l'idée de cette conférence, avec un focus sur quel impact de l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup en ce moment. L'intelligence artificielle n'est pas un phénomène nouveau, mais il y a le projecteur est particulièrement braqué sur le sujet, et il est vrai que les contrôles financiers administratifs connaissent depuis de nombreuses années un processus de transformation, et donc l'idée était de se demander si l'intelligence artificielle va être un point un point final de ce processus, ou au contraire, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas en même temps un point de départ d'un nouveau processus. Donc voilà la dialectique de laquelle nous sommes partis pour essayer de débroussailler ensemble cette réflexion. Nous avons simplement 2 heures devant nous, donc autant dire que le temps nous est compté. J'ai demandé à chacun de bien vouloir exposer son point de vue en 15 minutes maximum, de manière à essayer de permettre les échanges avec la salle. Je demande pardon à chacun par avance de la rigueur de cette exigence, mais nous aurons peut-être l'occasion par la suite de reprendre le fil de cette problématique. Les interventions vont se faire dans l'ordre indiqué sur le programme, parce que nous avons eu une construction en ayant décidé que c'était Pierre-Louis Mariel, directeur régional des finances publiques de Paris et d'Île-de-France, qui va lancer la réflexion à propos de l'évolution qu'il va rappeler, qui a été celle des contrôles administratifs de la dépense publique. Et ensuite, nous entendrons David Lidvan, actuellement contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère des Affaires étrangères, qui parlera des étapes actuelles, situation actuelle. Ensuite, je parle de mémoire, mais je regarde le programme. Témoignage de la situation chez un opérateur. Nous sommes dans les locaux d'un opérateur public de l'Université Paris 1. Et donc, l'intérêt est de savoir où en sont les contrôles financiers administratifs du point de vue de la transformation chez des opérateurs, exemple de l'Université Paris 1. Une illustration, je remercie très chaleureusement M. Giraud, directeur de Cap Numérique à la DGFiP, et Mme Carole Maudet, inspectrice générale des finances, qui travaille également à Cap Numérique. Je suis un peu jeune pour être générale, mais inspectrice des finances. Mais vous le serez. J'ai un peu. Donc, qui vont nous expliquer, illustrer par les travaux qui sont menés à Cap Numérique. Daniel Ajoumard ensuite, donc il va s'interroger sur le point de savoir si nous ne sommes pas en présence d'un point de départ d'un nouveau processus. Et enfin Philippe Ramballe, qui aura la patience d'écouter tous ses petits camarades et qui va intervenir à la fin. Philippe Ramballe a une position intéressante puisqu'il est dans un cabinet de conseil connu, très connu, spécialiste du secteur public. Et donc l'idée c'est justement quel est l'impact de ce processus sur la gestion publique. Est-ce qu'à terme, la gestion publique, sous l'impact de l'intelligence artificielle, va être complètement alignée sur le modèle de la gestion du secteur privé, ou va-t-il subsister des spécificités? Donc je me tais immédiatement et je donne la parole à Pierre-Louis. Merci Marie. Donc vous m'avez demandé en 15 minutes de retracer l'évolution du contrôle de la dépense entre 1962 et 2019. C'est une gageure. On va essayer quand même de respecter la commande. Et en fait, cette commande, en premier élément, il faut avoir en tête le fait qu'on est sur un thème permanence et bouleversement du contrôle. Permanence du contrôle, c'est d'abord la permanence de la base juridique. Si vous regardez le texte du décret 62 et le texte, donc les articles 12 et 13, et le texte du décret GBCP, les articles 19 et 20, c'est quasiment la même chose. C'est très très peu différent. L'objet contrôle, la base juridique, l'objet du contrôle est toujours la même. Alors, il y a quelques touchés, quelques bougés, on passe de correcte imputation à exacte imputation. Il y a eu d'autres évolutions, notamment après le décret GBCP, sur le service fait, l'intervention des contrôles budgétaires. Mais premier élément à avoir en tête, la base juridique, donc en amont du contrôle, est identique sur les 50 ans, sur les 60 ans presque. Deuxième élément, en aval, c'est aussi une
parfaite permanence, puisque la sanction du défaut de contrôle, c'est naturellement la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, et s'il y a eu une évolution, c'est l'évolution portée par les finances rectificatives de 2011, elle ne concerne pas le fond de la responsabilité, elle concerne la gestion administrative des conséquences des décisions prises par le juge financier, selon que le mauvais contrôle, le défaut de contrôle, a ou pas donné lieu à un préjudice pour la personne publique, et selon que le DB s'insère ou pas dans un dispositif de contrôle hiérarchisé. Et donc la permanence est à la fois à l'amont et l'aval, c'est l'objet du contrôle et la sanction du mauvais contrôle, si je puis dire. Ça, c'est l'aspect permanence. L'aspect bouleversement, c'est qu'en fait, en 55 ans, on a eu des bouleversements profonds, aussi bien des méthodes que de l'organisation et de l'informatisation. Je vais revenir sur ces trois éléments, méthode, organisation, informatisation, avec en toile de fond une recherche constante des gains de productivité liés aux suppressions d'emplois générales et notamment à Bercy, et à la recherche permanente d'économies dans la dépense administrative, d'économies dans les fonctions support, comme on dit aujourd'hui. Donc une évolution de la méthode. Les méthodes de contrôle, il y a deux schémas. C'est l'exhaustivité ou l'échantillon, ça c'est sur le champ du contrôle, et puis c'est le temps du contrôle, l'a priori ou a posteriori. Alors entre 62 et 2012, comment les choses ont évolué. Sur le champ du contrôle, donc exhaustivité ou sélectivité, d'abord dans les textes, le texte de 1962 n'en parle pas. C'est celui de 2012, dans le décret GPCP, que l'on trouve pour la première fois au niveau du décret, la traduction du contrôle hiérarchisé, la justification, la juridiction établie du contrôle hiérarchisé de la dépense. Alors naturellement, dans la pratique, les choses ont été très différentes. Pendant de nombreuses années, dans les années de 60 à 2000, il y a eu une sélectivité dans les contrôles, mais c'était soit une sélectivité subite, je pense au contrôle rapide fait en fin d'année pour tenir les échéances, ou des décisions suite à des consignes plus ou moins données, prises par des responsables de service ou des directeurs. Et en fait, il a fallu attendre le début des années 2000 pour avoir la mise en place d'une méthodologie précise sur le contrôle hiérarchisé de la dépense, avec une base solide, l'analyse des pratiques réelles, la prise en compte des enjeux, l'analyse des erreurs, la qualification des erreurs, bref, tout un corpus qui a permis d'avoir une base sur ce contrôle hiérarchisé. Ce contrôle hiérarchisé qui, et c'est le deuxième élément de cette méthodologie, aboutit à un plan de contrôle qui est normé, et puis dernier élément, qui est sans doute le plus important, il institue un cercle qui se veut vertueux, puisqu'après ces contrôles, il y a un retour vers l'ordonnateur et un schéma qui se boucle avec en continu l'année suivante la prise en compte normale, la prise en compte des observations, des analyses faites à propos des erreurs. Ça, c'est le début des années 2000, entre 2002 et 2004. Et puis, naturellement, dans le prolongement, l'intégration de ce dispositif dans les processus informatiques, d'une part, et dans la relation avec le juge financier. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de la loi de finances rectificative pour 2000. Ça, c'est sur le premier élément, qui est l'élément du champ de contrôle. Sur le temps du contrôle, là encore, la règle, c'est le contrôle a priori. Et ça n'est qu'à partir des années 90, de la fin des années 90 dans le secteur local, qu'on a vu apparaître un processus normé, dit de contrôle allégé en partenariat, qui consiste à avoir un processus en 3 temps. En premier temps, audit préalable conjoint entre les services de l'ordonnateur et les services du comptable, pour s'assurer de la robustesse du processus de la dépense, qui doit donner donc une assurance raisonnable de la régularité de cette dépense, de la qualité de cette dépense. Une fois cet audit positivement acquis, deuxième temps, les contrôles ne sont plus a priori, les contrôles deviennent a posteriori et par échantillon, c'est le troisième temps, pour s'assurer que le processus qui avait été identifié et qui avait fait l'objet de l'audit a conservé tout ce qui fonctionne bien et a conservé toute sa pertinence. Et donc ici ou là, on a eu
il y a eu de nombreuses mises en œuvre de ces contrôles à léger partenariat, notamment dans le secteur local, puisque pour l'État, il y a eu des tentatives alors absolument, je vois parce que tu étais là. Il y a eu des tentatives, il y a eu des expérimentations, mais il n'y a pas eu de généralisation au milieu des années. Voilà, ça c'était sur la méthodologie. Dans la dépense, il y a naturellement la planning, là, ce n'est pas le décret 62 qui est le texte fondateur, c'est le décret de 65, qui repose lui aussi toujours sur l'exhaustivité, qui en fait permet surtout d'avoir un changement dans la répartition des rôles entre l'ordonnateur et le comptable au niveau de la liquidation de la dépense. Pour autant, il évolue vers un contrôle hiérarchisé de la paie qui se met en place depuis peu dans les services, avec un dispositif en 2 temps, un dispositif informatisé de contrôle des mouvements de paie au niveau de l'application nationale en amont et en aval, un contrôle intellectuel qui est mené par les agents du service. Voilà, sur ce premier volet, ce premier élément, cette première approche, qui est celle de l'évolution de la méthode. Deuxième élément, après la méthode, l'organisation. Là encore, des organisations avec des évolutions profondes, évolutions déjà bien dans le paysage depuis quelques années, c'est naturellement les SFAC, les services facturiers, qui ont été consacrés par le décret de GBCP dans son article 41, et qui aboutissent là aussi à un changement profond dans le rôle des acteurs de la dépense. À noter que ce dispositif de services facturiers, ce sont des services partagés de services facturiers, d'abord a commencé dans certains établissements publics à la fin des années 90, au milieu des années 90, notamment à l'époque c'était dans l'établissement public, alors le premier c'était l'aéroport de Paris. Deuxièmement, il repose toujours sur un dispositif, un système informatique très éprouvé. Et troisième élément, il a commencé naturellement au niveau de l'État, mais il progressivement s'étend dans le secteur local, puisque depuis 2017, ce dispositif de service facturier fonctionne à Paris pour les dépenses de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Voilà, donc sur première évolution, c'est les CSPSFA. Et la deuxième évolution, c'est celle qui est en cours avec, dans le cadre de l'action publique 2022, donc cette évolution qui s'amplifie, avec une nouvelle organisation, avec une fusion du CSP et du SFAC qui est expérimentée au CVCM Finance à Bercy et à la DRFIP de Bretagne, et puis une modification importante pour simplifier et fluidifier les processus, qui sont les modifications concernant le service fait, avec service fait présumé et les normes de payer périodiques. Je ne reviendrai pas sur ces sujets, compte tenu du temps. Deuxième temps, donc c'est le deuxième élément, c'était l'organisation. Le troisième, c'est l'outil informatique, l'apport croissant de l'outil informatique. Naturellement, le contrôle de la dépense est un terme de prédilection pour l'informatisation des processus. C'est la logique de gain de productivité que j'évoquais tout à l'heure, mais qui a aussi permis une sécurisation croissante des processus de dépense. À grands traits, il y a eu un premier schéma informatique des années 60-80, avec une informatisation des 2 partenaires de la dépense, avec d'une part une très forte hétérogénéité selon le ministère dans l'informatisation de leur gestion budgétaire et comptable, et un investissement informatique très lourd, consenti par à l'époque la direction de la comptabilité publique, et ce dès le milieu, la fin des années 60. Donc c'est le temps des échanges de fichiers entre ordonnateurs et comptables. Puis on a un dispositif avec une application, un outil unique, des années 80-90, CNDR. Puis ensuite, on progresse dans l'intégration du système avec accord, et on finit dans les années 2010 par Chorus, qui est un système complet faisant intervenir tous les acteurs de la dépense aussi, et qui correspond à fort accroissement et valorisation de la fonction financière dans les administrations. Ce qui est important de noter, c'est que ces dispositifs qui se sont développés de relations informatisées entre les ordonnateurs et les comptables ont abouti, en raison de la mise en œuvre de protocoles ou de schémas d'intégration de données, à des contrôles automatiques de plus en plus pertinents et donc de plus en plus automatiques, ce qui fait que
la logique de gain de productivité, c'est très rapidement et très progressivement associé une logique de contrôle approfondi, de plus en plus approfondi, des processus de dépenses. C'est notamment le cas, et surtout le cas en matière de paye, où on a un schéma qui est à peu près équivalent avec les différentes applications, avec des échanges qui sont automatisés, progressivement automatisés, et puis une logique de dématérialisation dont on voit aujourd'hui le plein développement avec l'ENSA notamment, et l'augmentation, l'accroissement des pièces justificatives. Voilà ce que je voulais évoquer. Je terminais par la paye, et sur le processus de paye, je voudrais souligner qu'on a en ce moment, et nos collègues autour de la table vont sans doute pouvoir évoquer mieux que moi ce sujet, on a le développement, un premier développement de l'intelligence artificielle en matière de paye, avec le déploiement, en tout cas chez moi, à partir de janvier prochain, du traitement automatisé de l'analyse prédictive, qui est un dispositif auto-apprenant pour améliorer l'approche du contrôle de la dépense au-delà du système du CHD, de l'utilisation des gens. Voilà, en 12 minutes, on a demandé de résumer donc, ces 50 ans, ces 60 ans de contribution au contrôle de la dépense. Moi, j'en retire une conviction. La première, c'est que la puissance publique a toujours su tirer un grand profit des procédés d'informatisation classiques. Et je suis persuadé qu'il en sera de même avec l'intelligence artificielle, mais les autres intervenants nous le prouveront. Merci beaucoup Pierre-Louis, d'abord pour cette performance en termes de temps. 12 minutes pour retracer cette base de phase du contrôle de la dépense. C'est une prouesse. Vous débouchez sur l'informatisation et la logique de contrôle approfondie et continue. Et donc, on attend l'étape actuelle qui va être présentée par David Dupin. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation au Fondafi. Bonjour à toutes et tous. Je ferai effectivement un zoom sur la période récente, après le projet de Pierre Mariel. Dans la période récente, on peut dire que la LOLF a marqué une rupture, et puis le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable public. La LOLF, vous le savez, donc, a conduit à l'apparition d'une nouvelle comptabilité en droit constaté, en complément de la comptabilité budgétaire, avec des normes qui s'inspirent du secteur privé, tenant compte des spécificités de l'action publique. La LOLF a également conduit à l'exigence de qualité des comptes, un processus de certification des comptes de l'État par la Cour des comptes, et ce faisant, la LOLF a conduit à une rupture dans la chaîne de contrôle, reposant les principes des contrôles, avec, pour ce qui est de la comptabilité générale, et cette logique s'est étendue, l'idée d'une fonction comptable partagée et l'approche d'une chaîne de la dépense en particulier, le comptable jouant un rôle de garant sur la qualité des comptabilités, sur la qualité des procédures. On a assisté à un renforcement des contrôles internes sur toute la chaîne depuis cette période. D'abord dans le cadre de la certification, et puis plus récemment dans le cadre d'une approche plus intégrée de la chaîne. Le décret de 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique a conforté ces principes, le cadre de la gestion publique. C'est en quelque sorte le décret d'application de la LOLF, vous savez, il a marqué des obligations en termes de contrôle interne. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les contrôles évoluent dans le cadre d'une plus forte intégration, avec une approche globale de l'ensemble de la chaîne. C'est ça, véritablement, me semble-t-il, la vraie révolution, la mutation profonde, c'est cette approche intégrée sur l'ensemble du process. En réalité, on a 4 grandes évolutions. Une plus forte intégration des contrôles eux-mêmes, une plus forte intégration des applications de gestion financière, une plus forte intégration de la démarche de maîtrise des risques, qu'il s'agisse des risques comptables, des risques budgétaires, mais également des risques métiers. Enfin, une plus forte intégration des acteurs, comme ceci a d'ores et déjà été esquissé par Pierre-Louis Mariel. Repassons, si vous voulez bien, en revue ces principales évolutions, et j'essaierai pour ma part de tirer des exemples concrets issus de mon expérience de contrôleur budgétaire comptable ministériel près du ministère des Affaires étrangères.
pour illustrer ces évolutions. Et à définir les contrôles en appréhendant l'ensemble de la chaîne. Des contrôles plus sélectifs, en fonction des enjeux des risques, ont été intégrés dans le décret GBCP 2012, même si auparavant on avait d'ores et déjà une pratique de ces contrôles, et notamment du contrôle hiérarchisé de la dépense, qui était dans une démarche de couverture des enjeux. Depuis, les contrôles ont pris davantage en compte les risques liés à l'ensemble de la chaîne. Pierre Marielle faisait allusion à la démarche de contrôle allégé en partenariat. C'est vrai que pour l'État, cette démarche de contrôle allégé en partenariat a été mise un peu en parenthèse dans le cadre du déploiement de Corus, qui a créé, pendant quelques années, une sorte de turbulence, et depuis, elle a été résorbée. Mais c'est le cas aussi, il s'en faisait écho, de contrôle plus sélectif sur la paye. Le point commun, en tout cas, de toutes ces démarches, c'est une sécurisation préalable de la chaîne. Plus récemment, dans le cadre d'Action publique 2022, le ministère de l'Action et des Comptes publics a décidé de promouvoir et de s'appuyer sur le renforcement du contrôle interne, et singulièrement du contrôle interne budgétaire en amont, afin d'en tirer les conséquences et d'alléger les contrôles en aval. Ainsi, le décret GBCP de 2012 a été actualisé, vous l'aurez peut-être noté, par un texte du 25 septembre 2018, afin de renforcer précisément la modernisation des contrôles. Pour ce qui est des contrôles budgétaires, ils sont désormais mieux ciblés, et dans leur intensité et dans leur moment. On retrouve les deux temps que citait Pierre Marielle. Ils sont mieux ciblés, ça se traduit par un relèvement des seuils de visa, ça se traduit également par un allègement des contrôles a priori et plus de contrôles a posteriori sur certains processus clés comme les rémunérations. Alors l'étape sur laquelle nous travaillons, ça fait directement au sujet de ce colloque, de cette réunion de ce soir, c'est la conception et l'optimisation des contrôles avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Toujours sur la paie, processus sensible, pour ce qui est de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, nous avons pu réaliser en début de cette année un prototype d'assistant digital qui permet d'automatiser les contrôles, de faire des rapprochements automatiques et d'aller directement au cas en anomalie. Donc ça contribue à la productivité, soyons clairs, mais également à une sécurité de la paie, en l'espèce, en tant que comptable de la paie du ministère des Affaires étrangères et la paie à l'étranger, voilà, c'est un champ évidemment sensible compte tenu des problématiques de paie à l'étranger. C'est donc dans un contexte d'une approche globale que les contrôles peuvent être désormais redéfinis, optimisés, y compris avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors, la seconde grande évolution qui caractérise l'étape actuelle, elle est liée précisément à la transformation des outils. Là aussi, Pierre Marielle qui a fait allusion dans une perspective historique. L'approche globale du contrôle, leur optimisation, était favorisée de toute évidence par le déploiement d'outils plus intégrés, par la dématérialisation, qui est un gisement important pour traiter les données, et précisément par la possibilité de traiter les données en masse. Pour l'État, vous savez, c'est le système d'information Corus. J'évoquais les turbulences lors de la mise en route, mais aujourd'hui le système fonctionne de manière nominale, permet d'améliorer le pilotage, de faciliter les contrôles, la traçabilité des données financières, c'est ce qu'on appelle la piste d'audit, avec une tenue des comptabilités en temps réel, problématique de sécurité avec la sécurité des habilitations, et un outil partagé, c'est ça le fait vraiment essentiel, entre les ordinateurs et comptables, ce qui donne une vision intégrée de la chaîne. On peut citer peut-être deux exemples liés à l'amélioration des processus du fait du système d'information intégré, la fiabilisation des tiers, c'est un système qui a permis une fiabilisation des tiers, la sphère État, et puis la dématérialisation avec les factures. Pour les factures, par exemple du MAE, on a un taux de dématérialisation pour l'administration centrale qui est proche de 100%, plus de 90%, on va tangenter les 100%. À l'étranger, en revanche, je reviens sur le périmètre d'activité, le ministère des Affaires étrangères ne dispose pas de Corus, du nombre d'implantations dans l'ambassade, et nous travaillons actuellement à un projet intégré, Corus à l'étranger, qu'on appelle plus exactement le projet Crocus, et qui a un certain nombre de potentialités. J'en citerai une, la carte d'achat à l'étranger, qui permet une dématérialisation totale, qui s'accompagne d'un dispositif de contrôle interne, qui a un potentiel de déploiement très important, de simplification, à l'instar de ce que fait le FCO britannique, qui utilise la carte d'achat pour 70% des dépenses du Foreign Office. Et puis là aussi, nous avons travaillé à des contrôles plus sélectifs,
à partir de l'intelligence artificielle et sur un prototype qui sera capable d'appréhender les données en masse des achats dont on trouvera la trace sur les relevés d'opérations d'achat. Je pourrais aussi citer, mais le temps imparti ne permet pas de faire des bons développements, les travaux en cours sur les instituts français culturels à l'étranger. Ça va se traduire par un big bang de systèmes d'information utilisés par ces instituts. En 2020, dématérialisation totale, ce qui permettra d'éviter 20 tonnes de papier qui transitent actuellement par la valise diplomatique. Donc une deuxième évolution liée aux outils, une troisième évolution liée à la situation actuelle qui porte sur le développement de la maîtrise des risques. C'est naturellement ce qui est très structurant, c'est le renforcement du contrôle interne, favorisé, je l'ai dit, par le contexte de certification des comptes publics, par la certification des comptes, et conforté progressivement, exercice après exercice, par la création de cellules de qualité comptable, de maîtrise des risques, par une offre de services au ministère, par des outils, par des référentiels, par une gouvernance dédiée. Vous savez certainement que tous les ministères disposent maintenant de comités des risques, de comités d'audit interne. Ceci vaut pour l'État, avec une baisse continue du nombre de réserves depuis 2006, mais aussi pour les opérateurs qui sont soumis à une certification légale. C'est le cas par exemple des universités, et c'est aussi le cas pour le secteur local, avec les hôpitaux et avec les expérimentations en cours pour certaines collectivités. Tout ceci vise à donner une assurance raisonnable de la qualité des comptes, et donc elle suppose la mise en œuvre de contrôles internes. Ces contrôles internes sont désormais intégrés. Et ça, c'est une évolution très récente, intégrée au plan budgétaire et comptable, avec un double objectif, d'une part de qualité comptable, d'autre part de soutenabilité. Un nouveau cadre de référence intégré du contrôle interne financier, comptable et budgétaire, a été défini par un arrêté fin 2018, qui réunit les deux arrêtés de 2013, qui portaient sur la partie comptable d'une part et budgétaire d'autre part. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a là désormais une évolution même des métiers, de l'organisation. Je vais citer deux illustrations, toujours sur le périmètre des affaires étrangères. Une coordination du contrôle interfinancier qui est unifiée depuis cette année, et une pratique qui s'étend avec une prise en compte et des aspects financiers, et des aspects métiers. Le meilleur exemple récent, c'est la préparation du sommet du G7 de cet été à Biarritz. Nous avons déployé, pour piloter l'exercice, une démarche de contrôle interne avec des outils dédiés, des cartes des risques, des plans d'action, un comité de gestion, une gouvernance dédiée. Et le résultat a permis une maîtrise des risques opérationnels, un coût de l'événement réduit, fortement réduit par rapport au budget initial, l'intégration de recettes de mécénat, une anticipation de prestation des marchés. Le contrôle interne, c'est un moyen de pilotage avec une approche intégrée des risques. Un mot sur l'audit interne, car il est essentiel pour s'assurer de l'effectivité du dispositif de contrôle interne. C'est une activité, vous savez, qui est objective, indépendante, qui vise à donner une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques. On note dans les différents ministères, c'est le cas au MAE, un développement important des missions d'audit interne, des comités ministériels d'audit, je l'ai dit, le CDCM, le contrôleur ministériel de comptabilité ministérielle, qui participe, peut demander un certain nombre d'audits, de développement. Et cette démarche qui existe pour l'État, on la retrouve aussi pour les opérateurs. Je citerai le cas pour le périmètre d'Atout France, l'opérateur qui est chargé du tourisme, un comité d'audit. Je citerai également le cas de l'enseignement français à l'étranger. L'AEFE, là aussi, on met en place un comité d'audit, mais je sais que dans certaines universités, on a également des comités d'audit. Un point d'attention, c'est l'expérience qui parle, sur le développement du lien audit interne contrôle interne. Il mérite probablement ici d'être renforcé, puisque les constats d'audit peuvent alimenter les cartographies des risques, les plans d'action et l'efficacité des contrôles. Et réciproquement, les constats de maîtrise des risques peuvent aider à la programmation des audits pour avoir des audits plus ciblés, et la ressource d'audit est naturellement rare, et donc il faut l'utiliser de la manière la plus efficiente. Enfin, et j'en terminerai par là, après la question des contrôles, des outils, la maîtrise des risques, quatrième évolution qui caractérise la situation, elle conduit à repenser et à optimiser les organisations. Et là, les enjeux actuels passent par une plus forte intégration des acteurs. Pierre-Louis Mariel citait la création des services facturiers, donc ces centres de traitement des factures, qui a permis une très bonne maîtrise des délais de paiement, moins de 15 jours au MAE. Et globalement, c'est ce qu'on constate dans les différents services facturiers. On a un objectif d'une chaîne plus intégrée, c'est la fusion des plateformes, des centres de services partagés d'un côté et des services facturiers de l'autre, afin de limiter
des redondances des contrôles et d'avoir une efficacité globale vis-à-vis des services prescripteurs. Un point important sur ces modifications d'organisation, sur ces chantiers, c'est la nécessité, à mon sens, d'accompagner ces évolutions par une véritable transformation des processus. Donc c'est ce qu'on appelle la réingénierie, c'est ce qui a été fait dans le cadre de la dépense, c'est ce qu'on est en train de faire au plan comptable dans le chantier de réduction des délais de clôture pour raccourcir de manière significative le délai de production des comptes de l'État. C'est également le sens de ce qu'on fait au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre d'une plus grande centralisation des processus. La direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger disposait d'un réseau de trésorerie que nous fermons pour des raisons de participation à la maîtrise de la masse salariale à l'étranger, et ça conduit à une transformation, à recentraliser les processus, par exemple en matière de pensionnés, plutôt que de payer en numéraire à l'étranger, eh bien, on a tout simplement ouvert les comptes et on paye par virement au plus grand bénéfice des pensionnés. On pourrait évoquer aussi des opérations militaires qui conduisent à une plus grande centralisation des opérations pour ce qui est des bases permanentes. Voilà, c'est le sens de nos orientations stratégiques PSI 2022, vraiment transformer les processus en profondeur. Et puis, un point important également sur ces chantiers, c'est le renforcement d'une logique de prestation, de partenariat. Là aussi, je me bornerai à donner un exemple plus parlant. Nous fermons des trésoreries à l'étranger, donc plus de présence permanente, comptable, si c'est au travers de régie, mais pour accompagner le réseau des ambassades, nous avons avec les principales ambassades le charte de partenariat qui permet d'accompagner les principales ambassades dans la modernisation de la gestion, le déploiement de la carte d'achat, la maîtrise des risques, d'apporter des restitutions. Voilà, et donc c'est vraiment une chaîne globale qui doit être repensée. Pour conclure et respecter le temps imparti, l'environnement des contrôles dans la sphère publique connaît des transformations profondes. J'aurai 3 messages à ce titre. Premier message, tout d'abord, les contrôles évoluent dans le cadre d'une plus grande intégration de gestion financière. C'est vrai, on le voit en matière de méthode de conception même des contrôles, en matière d'outils, de dispositifs plus intégrés des risques, d'une approche plus transverse par process. Le deuxième message, s'agissant des perspectives cette fois, le recours aux meilleures technologies, à l'intelligence artificielle, dans un univers totalement dématérialisé, offre des possibilités nouvelles qu'il nous conviendra d'exploiter. C'est vrai pour la possibilité d'un meilleur ciblage des contrôles, on a pris quelques exemples de part et d'autre sur la paie. C'est vrai pour la possibilité d'une meilleure efficacité avec un traitement automatisé des données. Et puis troisième et dernier message, il faut certainement donner du sens à cette plus forte intégration. Bien sûr, c'est plus d'efficacité, bien sûr, c'est un traitement industrialisé, bien sûr, c'est de la productivité, mais le sens est aussi celui d'une recherche de valeur ajoutée croissante pour améliorer la gestion publique. Dit autrement, la machine ne pourra peut-être pas tout, et c'est en ce sens qu'elle sera un point de départ pour avoir un traitement de l'information et pas simplement l'exploitation, je dirais, automatisée, mais de la valeur ajoutée sur cette information pour améliorer la gestion. En somme, avoir une chaîne plus efficace, mais aussi une meilleure utilité de cette chaîne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. On reviendra très certainement sur les transformations que vous évoquez. Pour ma part, je retiens cette logique d'intégration, de recentralisation que vous évoquez. Vous avez évoqué également les transformations sur les opérateurs. À votre gauche, Jean-Élie Brideau, agent comptable de l'Université Paris 1, donc il va nous témoigner, il va illustrer de l'évolution, ou de la non-évolution, semi-transformation à l'université. Bonjour à tous. Alors, je vais vous livrer vraiment un témoignage de terrain, sincère, sans faux semblant, sur une université qui a le plaisir de nous accueillir ce soir et qui est une université de sciences humaines et sociales. Au sein des universités, souvent les universités de sciences humaines et sociales ont quelques difficultés avec la rationalité de leur chaîne financière. L'Université Paris 1, c'est 30 000 factures par an, c'est 8 000 factures de recettes, enfin 8 000 titres de recettes, ancien
particulière, et c'est sur un budget de 230 millions d'euros exécutés, 80% de masse salariale. Voilà le contexte. L'université donc soumise à certification des comptes depuis l'exercice 2011, qui met en place un service facturier dans les années 2013-2014, et qui pourtant est historiquement confronté à un problème de délai global de paiement qui est de mauvaise qualité, dû à sa décentralisation, beaucoup de gestionnaires dont le métier n'est pas un métier financier, et avec au final un ressenti de grande fragilité sur des flux aussi structurants que payer une facture, encaisser correctement et marger correctement un type de recette. Et ce constat, moi, arrivant avec d'autres collègues bien sûr sur cette entité, on a vraiment remis à plat ces éléments-là qui étaient, vous le sentez, très négatifs sur la perception du fonctionnement de l'établissement, en se disant bon, on va faire un challenge de cette intelligence artificielle avec des guillemets pour tout simplement essayer de rendre le service qu'attend notre université, c'est-à-dire une meilleure crédibilité sur sa chaîne financière, quel que soit son vecteur. Je vais essayer de vous présenter ces différents vecteurs. Donc nous avons déjà remis à plat, alors évidemment, on avait un service facturier, mais malgré ça, un délai global de paiement important et beaucoup de pertes de documents, enfin bref, une inefficience conséquente. Nous sommes partis sur un plan de formation, bien comprendre ce qu'on entendait par dématérialisation. C'est vrai, je vais prendre mon micro, vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'on entend par dématérialisation et qu'est-ce que, on va dire, le progrès informatique avec de gros guillemets pourrait amener à notre thématique, à nos problématiques. Nous sommes partis sur un plan de formation. Est-ce que les gestionnaires sont en capacité de bien comprendre, mine de rien, la chaîne de la dépense publique ? La réponse était réservée. De fait, nous avons, et on va me dire, oui, mais mine de rien, nous, on fait un bon de commande, mais il nous faut absolument la facture entre les mains, et de fait, un service facturier avec cet état d'esprit, on avait pas mal de problématiques logistiques assez conséquentes. En testant la dématérialisation, ça nous a pris une année, on a amené la démonstration aux gestionnaires qu'à aucun moment il n'est dépossédé de quoi que ce soit dans la chaîne d'information financière et que l'efficience attendue sur le délai global de paiement qu'on doit à nos fournisseurs, sur la clarté des éléments financiers dont il avait besoin aussi pour construire son futur budget, tout ceci c'était une obligation de résultat à laquelle on s'engageait et qui de fait, en contrepartie, on les amenait à un peu plus jouer le jeu par rapport à cet émiettement d'informations financières qui était pour nous une vraie thématique à problème. Donc on a démarré sur l'exercice 2016 avec un taux, donc avec une dématérialisation que l'on a conçue dans notre système d'information comme une dématérialisation native, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur une intégration à l'intérieur de notre système d'information qui est SAP, version CIFAC pour les universités, avec en même temps ce que les professionnels, ce que je ne suis pas du domaine informatique, appellent du vidéocodage, c'est-à-dire qu'effectivement toutes les anomalies détectées par rapport au bon de commande faisaient l'objet, on va dire, d'informations, de plans de formation pour une amélioration des contrôles liés aux faits générateurs qui étaient relativement absents dans notre université. Et qu'au final, on s'est retrouvé sur une première année avec une efficience de dématérialisation du flux de la dépense qui était à 10%, ce qui était vraiment pas très bon. Et on est maintenant sur l'exercice 2019 à un taux de 75%. Donc effectivement, je pense qu'on a su convaincre que la démarche de dématérialisation, c'était pas pour faire plaisir aux comptables, certainement pas, pour faire plaisir au président de l'université encore moins, c'était vraiment un enjeu de qualité qui était entre les mains de cette belle université et qui vraiment devait être levé par rapport à tout ce contexte que je vous ai décrit sans, je vous assure, tellement de En même temps, donc sur un système d'information, bien sûr, à améliorer notre
processus. Mais vraiment, cette démarche conduite à l'interne sur ce flux dépenses a été vraiment très structurante au niveau des équipes, avec bien sûr de façon historique et chronique sur notre université, des taux de turnover très importants sur ces catégories de métiers, et de fait avec une notion de, alors moi j'aime bien ce terme de contrôle embarqué, hein, qui est effectivement réel et suffisamment clair pour qu'un collaborateur qui n'intervient qu'au niveau du fait générateur comprenne son efficience et nous amène effectivement un dénouement du flux qui soit dans des délais acceptables. On est maintenant sur un délai global de paiement qui est à 18 jours. Donc au niveau du flux dépenses, voilà, on était confronté à une pathologie qu'on a accompagnée du mieux qu'on a pu avec vraiment une efficience mesurable actuellement. Et on s'est intéressé également au flux recettes, avec pareil, un constat relativement, non pas pessimiste, mais réaliste, hein, où un processus d'ordonnancement, alors c'est vrai que nous, dans nos systèmes d'information, la notion d'ordonnancement avait disparu depuis longtemps, on était sur une facturation client au niveau des termes. Par contre, avec un problème du contrôle de régularité de l'efficience recette, c'est-à-dire des pièces justificatives souvent insuffisantes, une problématique de stockage aussi de ces éléments, qui sont bien moindres, hein, au niveau, je vous ai dit 30 000 sur la dépense, 8 000 sur la recette, mais avec quand même on va dire on a choisi d'embarquer également la recette dans ce processus de dématérialisation, avec un objectif beaucoup plus modeste. On n'est pas sur de la dématérialisation native, bien entendu, mais on est surtout sur de la dématérialisation des pièces justificatives qui sont intégrées dans le système d'information et qui nous facilitent l'audit de ces flux d'ordonnancement, de liquidation, qui sont très importants, notamment sur les zones de recherche. On a aussi un objectif, alors cette fois-ci, peut-être est-il trop ambitieux, mais je pense que, vu la dynamique quand même, on a convaincu, je pense, d'un mouvement qui est vraiment une réalité technique sur cet établissement, et qu'on a essayé de rendre audible au-delà de la technique. Et là, je me suis permis un petit jeu de mots, que j'aime bien d'ailleurs au niveau des sigles. Bon, on est au niveau de l'IA, l'intelligence artificielle, mais il y a également l'AI, c'est-à-dire l'architecture de l'information. Et au niveau de l'architecture de l'information, la démarche, elle doit dépasser largement le flux de la dépense, le flux de la recette. On est sur des bases de données d'information qui concernent les ressources humaines, qui concernent également le flux fournisseur, un certain nombre de flux, et qu'on a une perspective à horizon, alors bien sûr avec une structure organisationnelle au niveau de l'ensemble des universités, hein, par rapport à notre structure qui est l'agence de mutualisation des universités avec lesquelles nous conduisons ces chantiers, mais de vraiment construire de la base de données de qualité qui de fait soit pérenne, soit transversale et lève un petit peu tous les écueils qu'on a eus au fil de ces années et qui étaient principalement liés à une organisation structurelle en silo au sein de cette université et non pas une logique métier transversale qui fait qu'on est là pour partager les données de bonne qualité et pas forcément pour contrarier un certain nombre de flux. Voilà, au final, c'est vraiment, on a saisi cette opportunité de dématérialisation. Bien sûr, le chantier est encore long, hein, je vous ai dit, on est environ à 75% de dématérialisation, mais je pense que la crédibilité de la démarche et surtout un partage maintenant de la démarche avec des services structurants tels que par exemple les ressources humaines, hein, je vous dis on a 80% de notre flux financier qui s'exécute en ressources humaines. La meilleure façon de sécuriser nos flux, c'est effectivement du partenariat, du partage de données. Et effectivement, on est en train de le mettre en place sur les ressources humaines, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'on a également un acte de recrutement très décentralisé au sein de cette université, avec bien sûr des contrôles réglementaires, une masse salariale de l'université qui est souvent complexe au niveau notamment des indemnités accessoires, que cette démarche, alors modestement et en restant on va dire, le plus efficient possible sur le terrain, on est en train de l'embarquer à l'intérieur de ces bases de données transversales qui sont les chances de notre université d'être et de se vouloir un petit peu en pointe sur ces chantiers de transversalité. Voilà un peu la situation de Paris hein, sur ces points. Merci Marie-Josée. Moi j'avais venu
votre remarque sur votre question. Est-ce que les gestionnaires sont toujours en capacité de comprendre la logique de gestion à laquelle ils sont confrontés? Je pense que c'est un grand sujet parce que tout à l'heure, David Lidvan parlait très justement du problème du sens. Il faut que les acteurs comprennent le sens des logiques, et en particulier des logiques contemporaines qui traversent la gestion publique. Si on veut déboucher sur une gestion intégrée, comme en parlait David, il faut une adhésion des acteurs pour arriver à une gestion intégrée. Si on ne comprend pas toujours la logique dans laquelle on est, et je suis universitaire, donc mes collègues universitaires dans la salle savent comme moi que les enseignants ne sont pas toujours pleinement associés, ou en tout cas pleinement informés de toutes les difficultés ou des problématiques de gestion à l'université. Et donc, cette question, on n'est pas simplement dans l'intelligence artificielle, on est dans cette logique de gestion intégrée dont vous parlez, David, et il est extrêmement important d'avoir une réflexion sur les acteurs et l'association des acteurs à ce processus. Je vais maintenant donner la parole à nos amis des CAP numériques, que je remercie encore une fois pour leur présence, et qui vont donner une illustration avec des exemples concrets des travaux qui sont menés. Un grand merci encore pour ce moment partagé ensemble, et puis évidemment de pouvoir faire suite aux interventions que nous avons entendues. Car je crois qu'il y a des liens à faire avec ce que nous conduisons, Carole Naudet et moi, au sein donc de ce service que je conduis, donc CAP numérique. Tout est dit en ces deux mots, mais qui mérite sans doute une petite explication très brève. Donc, un service d'environ 250 personnes placé à côté du directeur général des finances publiques en charge de l'innovation publique dans l'ensemble des métiers, des missions de cette grande direction générale au sein de Bercy. Et à ce titre donc, en charge à la fois de l'entretien de nos grands référentiels de données, leur mise à jour, leur sécurité, leurs conditions d'exploitation, mais aussi et sans doute surtout dans ce moment-ci, et pour ce soir nous en resterons à ce terme-là, de pousser en avant un certain nombre de points d'innovation, d'avancer par un certain nombre de projets et d'établir un certain nombre de secteurs dans lesquels nous pouvons les uns les autres progresser. C'était dit très bien à l'instant pour la recherche d'une efficience additionnelle aux administrations publiques par rapport aux missions qui sont les nôtres. Ça me faisait tout à fait plaisir d'entendre David redire ces grands principes et Pierre-Louis également sur l'évolution des grands grains de la comptabilité publique. Parce qu'on voit que quels que soient les environnements SI dans lesquels nous évoluons, il y a des grands principes auxquels il faut toujours se référer et qui donnent sens à ce que nous faisons. C'est d'ailleurs ce que nous essayons de faire près de nos personnels, y compris évidemment dans les directions territoriales. L'évolution SI est une chose, mais ça n'a de sens que par rapport à l'exercice des missions et par rapport aux valeurs de ces missions. Alors, sur le sujet de ce soir, on voit que d'autres que nous sont aux prises avec ces nouvelles technologies. D'abord, si on veut faire un lien direct, y compris dans ces métiers que j'ai connus voici quelques années, la DGFiP de l'audit et du contrôle interne, puisqu'aujourd'hui même, nous avons un certain nombre de sessions qui tournent sur intelligence artificielle, audit et contrôle interne, organisées par l'IFACI, et qui plongent les auditeurs parmi les meilleurs sur l'interrogation de qu'est-ce que veut dire aujourd'hui l'exercice de ce contrôle par rapport à ces moyens un peu insaisissables. Et à l'instant, Jean le comptable de l'université nous le reprécisait bien, que sont les données, leur caractère plus ou moins matériel ou immatériel selon l'environnement dans lequel on se situe, et comment on apprécie tout ceci. Nous, notre expérience qui est débutante, soyons modestes, dans ces domaines de l'intelligence artificielle, malgré tout, s'inspire d'un certain nombre de points de constat de départ. D'abord, s'il y a de l'intérêt à aller vers des dispositifs apprenant de l'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas nous y engager sans d'abord regarder quel est l'état de notre SI, de notre système d'information, de son architecture. Et c'est très intéressant de regarder qu'aujourd'hui, on dispose de systèmes techniques d'information qui se trouvent être indifférents à l'âge de nos systèmes d'information. On peut très bien travailler en intelligence artificielle sur des SI qui ont 40 ans ou 50 ans, et là c'est encore le cas de notre patrimoine informatique,
dans certains secteurs de la maison, mais aussi d'être très en adhérence par rapport aux dernières évolutions. Que l'on parle des derniers outils que nous avons pu mettre en place à l'occasion de l'introduction en France du prélèvement à la source, ou qu'à l'inverse, que l'on parle des systèmes de gestion de MEDOC et donc de la gestion de la TVA par les différents intervenants au sein de la DGFiP, application qui a bientôt 50 ans, eh bien c'est un peu indifférent car on a aujourd'hui des solutions techniques qui s'approprient cet environnement et à partir desquelles on peut obtenir un certain nombre de restitutions. Donc, d'abord, pas de point de départ se disant si je n'ai pas le nirvana de la modernité, je ne peux pas passer à des solutions d'IA. Je n'ai sans doute pas. Ce second élément, comme dans toute évolution SI, il n'y a de sens que si ça s'accompagne aussi d'une réingénierie des process. Je pense que lorsqu'on commet l'acte d'aller vers des dispositifs d'IA, et on va le graduer par quelques exemples à l'instant, on voit bien qu'il faut regarder plus globalement quel est le process dans lequel on s'inscrit. Il n'y a pas une intelligence confiée à des outils qui ne serait aujourd'hui supérieure à la volonté et à l'intérêt partagé de tous de remettre en cause une organisation, de s'interroger sur ses missions. Il ne s'agit pas de confier à l'outil ce que nous pourrions faire dans un autre environnement, qui est l'environnement classique, de devoir se réinterroger des conditions d'exercice de nos missions. L'un ne se substitue pas à l'autre, et aller trop vite sur l'un peut commettre l'impair de ne pas aboutir à démontrer ce que l'on souhaite, et on va vous l'illustrer à l'instant avec ça. Puis, le troisième point que je souhaiterais dans cette courte introduction pouvoir citer, c'est le fait que ce sont des métiers nouveaux. Il faut avoir la modestie de le reconnaître, et même si, prenons l'exemple de la Direction générale des finances publiques, nous avons environ, tout compris, 4000 personnes qui sont en charge du SI, qu'il s'agisse des exploitants, qu'il s'agisse des architectes, qu'il s'agisse des opérationnels, etc., il est peu de dire que, sans doute, le nombre est beaucoup plus faible de ceux qui, aujourd'hui, peuvent, je vais dire, nativement aborder des préoccupations liées à l'intelligence artificielle. Ce sont des métiers nouveaux, et évidemment, toute organisation, comme la nôtre d'ailleurs, doit s'ouvrir à des compétences nouvelles, sur des modalités sans doute nouvelles également de recrutement, pour être à la hauteur de ce que représente ce défi technologique. On ne devient pas data scientist. On l'est par une formation, par les plus grandes écoles, par les universités. On ne le devient pas parce qu'on est analyste ou parce qu'on a un peu d'expérience ici qui, le soir venu, fait que l'on va tester tel ou tel système. C'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est vraiment une zone de compétences extrêmement fine, vis-à-vis de laquelle, aujourd'hui, il y a une vraie compétition sur le marché de l'emploi entre les besoins des administrations publiques, la nôtre, mais également, évidemment, l'ensemble de l'employabilité de cette main-d'œuvre au regard des besoins du secteur privé. Alors, quelques exemples, et c'était dit à l'instant par lui, de la manière dans laquelle nous allons rentrer dans cette atmosphère. D'abord, on va regarder, et nous avons développé un certain nombre de cas pratiques sur les assistants digitaux, et ensuite, on va regarder qu'est-ce que nous pouvons faire à titre soit de POC, les fameux Proof of Concept, la capacité de pouvoir démontrer par des petits modules expérimentaux ce que nous souhaiterions disposer dans une enceinte beaucoup plus large d'industrialisation. Et ceci, de pouvoir vous l'appliquer par des exemples concrets. Alors, peut-être, j'accepte, Carole, de pouvoir aller vers ces deux exemples qu'on peut vous citer. Un qui évidemment est très proche de ce que nous avons entendu sur la préoccupation comptable et la qualité des données, et un second un petit peu plus large dans l'aspect des ressources humaines. Oui, peut-être juste... vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, c'est bon. Peut-être juste pour préciser effectivement ce que Yannick Giraud vient d'indiquer, pourquoi est-ce que ces techniques, notamment d'assistants digitaux ou d'intelligence artificielle, sont aujourd'hui possibles encore plus qu'hier? C'est parce qu'en fait, nous détenons un patrimoine, et ce patrimoine, ce sont les données. Et je dirais que jusqu'à présent, ces données étaient sans doute moins accessibles et également moins, je dirais, utilisables, si je peux employer ce terme. Et l'intelligence artificielle n'est pas née en 2018 ou 2019. L'idée ici n'est pas de vous faire un cours sur l'intelligence artificielle. Vous connaissez toutes et tous la machine de Turing, les problématiques liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais c'est surtout, en fait,
le fait qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce à ce qu'on appelle les réseaux de neurones, ce que l'on appelle également les interfaces dites applicatives, qui permettent justement de désiloter les systèmes d'information et qui font qu'aujourd'hui, un ensemble de données peuvent communiquer entre elles, c'est à cette aune que l'intelligence artificielle est possible et est applicable aujourd'hui dans les entreprises publiques, privées ou dans l'administration. Il y a encore quelques années, ceci n'était pas possible puisque nous n'avions pas les outils pour justement utiliser cette masse d'informations. Comme l'a souligné Yannick à l'instant, il faut savoir que le système applicatif de la DGFiP, c'est de l'ordre de 750 applications. Donc, ce qui veut dire que nous avons des millions de données. Et il est vrai que l'une des applications, concernant notamment les assistants digitaux, mais également l'intelligence artificielle, se prête très fortement à la matière effectivement comptable. Nous, ce que nous avons développé au sein de Cap Numérique, c'est, je dirais, deux faces un petit peu de l'intelligence artificielle. On va dire dans un premier temps l'assistant dit digital, qui, en terminologie anglo-saxonne, est plutôt appelé RPA. Cet assistant digital ne va faire que répliquer le travail d'un humain. Et ça, cet assistant digital, nous l'avons mis en production pour deux processus au sein de la DGFiP. Un processus dit comptable, au sein d'une direction chez nous qui s'occupe uniquement des non-résidents. Et l'idée était de faciliter pour ce poste comptable des recoupements avec notamment ce qu'on appelle les relevés RDF, les relevés Banque de France chez nous. Et ça, ça a permis d'alléger 60 à 80% des tâches de nos agents. Ça, nous l'avons mis dans ce domaine dit comptable. Nous l'avons également répliqué dans un autre domaine de contrôle, qui est le contrôle des obligations déclaratives de nos agents. C'est un travail très chronophage pour l'ensemble des directions départementales des finances publiques et régionales. Et là, l'idée a été de mettre en place un assistant digital qui répliquait le travail de milliers d'agents. Là encore, retour très intéressant, puisque allègement de plus de 80% des tâches. Mais ces assistants digitaux sont des assistants, si vous voulez, de première génération. Ils n'en manquent pas forcément d'intelligence artificielle, je dirais, nulle. Ce que nous avons mis en place en termes d'intelligence artificielle, c'est ce que l'on appelle chez nous l'IA chatbot. La DGFiP a une messagerie sécurisée, qu'on appelle e-contact, et par le biais de cette messagerie, nous recevons de l'ordre de 8 millions de messages par an. Et l'idée a été de développer un module d'intelligence artificielle, à la fois par un biais d'analyse dite sémantique, donc là où c'est de la vraie intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire que quelque part, on va nourrir l'intelligence artificielle par des données, et par le biais de ce qu'on appelle des boucles d'apprentissage, on va vérifier si l'intelligence artificielle, si la machine renvoie bien la bonne réponse que l'on souhaite. Et ça, c'est l'analyse dite sémantique. Et d'un autre côté, on a mis en place ce qu'on appelle un agent dit conversationnel, c'est-à-dire un chatbot, qui est en capacité de répondre à des questions simples de nos usagers. Ça, c'est ce qu'on a mis en place sur e-contact et qui sera mis très prochainement en production d'ici la fin de l'année. Et là, on utilise de la vraie intelligence artificielle. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on se base sur ce qu'on appelle chez nous, ce qu'on appelle la BACO, qui est une base, on va dire, qui recense l'ensemble des questions déjà posées par les millions de contribuables et d'usagers. Et du coup, on nourrit ainsi notre intelligence artificielle et on vérifie après, par le biais d'êtres humains d'emploi, pour bien vérifier si l'IA a bien auto-appris et qu'elle est bien en capacité de répondre correctement à l'usager. Sachant que notre IA ne se substitue pas à la décision de l'agent. C'est une aide à l'agent qui va répondre, je dirais, à un contribuable, à un usager. Ça, c'est l'analyse sémantique. Et l'autre côté qui est le chatbot, ça permettra à un usager de poser une question sans qu'il sache derrière que c'est quelque part un robot qui lui répond. Donc voilà en fait la puissance de la donnée, ce qu'on est capable de faire, à la fois sur des processus, je dirais, de comptable, de contrôle, des processus aussi RH, et je dirais demain, avec une mise en production d'ici la fin de cette année, sur un processus très particulier qui est d'aide à la fois pour l'usager, on va mieux répondre à ces questions, et en même temps de soulager, je dirais, le travail de nos agents.
faut savoir qu'en ce moment, à la DGFiP, on définit nos axes stratégiques numériques, où en fait, notre directeur général souhaite que l'on devienne data-centrique. Quand je dis data-centrique, c'est vraiment que la donnée soit au cœur de notre système. Et si la donnée est au cœur de notre système, effectivement, vous pouvez plaquer les systèmes d'intelligence artificielle, d'assistants digitaux ou autres. En fait, la donnée vous permet toutes ces choses, avec bien évidemment les biais qu'elle peut contenir. Voilà, je m'arrêterai là. On a la chance de vous l'entendre parce qu'on ne sait pas toujours tous ces éléments-là. Et évidemment, j'imagine qu'il y aura des questions, en particulier sur l'impact sur les métiers, comme vous avez dit. Mais c'est le sujet de notre ami Daniel Lafoda. Je vous remercie d'arriver. On a réussi à vaincre les obstacles ferroviaires. Puis c'est dû à l'aide de l'Académie française, on ne peut pas lutter contre les grandes forces de la nature, la pluie, les chiens, la SNCF. Et donc, j'ai eu un léger retard, je n'ai pas voulu déranger les présentations qui ont été faites. Quand on arrive la 5e, on est évidemment condamné à soit répéter, soit à essayer de s'inscrire dans des angles. Ils ont lancé la suite, Absolument. puisque votre thématique à vous, c'est est-ce qu'on est à un point d'arrivée ou au point de départ d'un nouveau processus, impact sur les métiers et sur les structures. C'était ça, absolument, votre sujet, en pressant déjà que l'on est en présence d'un point de départ important. Absolument. Voilà, donc merci. Alors, justement, je ne suis pas sûre de tenir toutes les promesses du titre, dans la mesure où, comme vous l'indiquez, on est vraiment au début des réflexions sur l'impact de l'intelligence artificielle, que j'essayerai très modestement de définir de façon improvisée comme finalement des outils qui permettent de trier, de comparer, de repérer, mais d'une manière effectivement apprenante, d'où le mot intelligent, c'est-à-dire finalement, on a parlé tout à l'heure de boucle, et donc une capacité finalement de ces machines à apprendre et à faire mieux d'une fois sur l'autre. Et donc, cette capacité finalement, on l'a dit, existait en germe déjà dans beaucoup d'applications et beaucoup de métiers finalement font cela. Ils trient, ils cherchent, ils rapprochent. On a parlé des métiers de l'audit, des métiers du comptable, des gestionnaires, etc. Mais l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, fait faire un saut que l'on a du mal à ce jour à complètement mesurer, mais qui me semble important. Je pense que ce qui a été dit a montré que toutes les évolutions technologiques ont toujours impacté les métiers, mais aussi le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la gestion publique. Et je pense que l'intelligence artificielle n'échappera pas à cela. Alors, comme dans le titre de mon intervention, on parle effectivement de l'impact sur les processus. Je propose là aussi une définition. Le processus pourrait être défini comme un enchaînement de tâches mobilisant une organisation et des outils, ou s'appuyant sur une organisation et des outils, mais pour une finalité définie. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Ça renvoie à ce qu'a dit David tout à l'heure sur comment donner du sens, et ce qui vient d'être dit également par mes collègues de la DGFiP, sur le fait que cette intelligence artificielle est mobilisée pour faire quelque chose de précis, et donc les tâches sont conçues et organisées, pour le coup, par les intelligences humaines, pour aboutir à quelque chose. Les exemples qui ont été donnés montrent que c'est pour le public, au service des usagers, ou alors c'est pour les ordonnateurs, ou c'est pour les comptables, ou pour les auditeurs. Et donc,
on a bien effectivement une réflexion que l'on devra avoir sur la finalité que l'on souhaite donner aux tâches réorganisées dans le cadre de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Alors cela a été dit, mais je pense qu'il est bon de le redire, l'intelligence artificielle vient s'inscrire dans des processus qui ont déjà été profondément modifiés par des outils globalement ont été modernisés. Et si l'on s'en tient au monde de la gestion publique et plus spécialement de la dépense publique, il y a eu un saut quantique qui a été fait avec le SI Chorus qui visait à mettre en œuvre la LOLF. Donc on voit bien comment il y a eu un dialogue entre, d'une part, une loi qui pose un certain nombre d'objectifs, améliorer la gestion, rendre plus transparent un certain nombre d'éléments de gestion publique, mieux informer le Parlement, mieux informer les citoyens, un système d'information qui est mis en œuvre pour appliquer la loi, et une fois que l'on a mis en œuvre finalement Chorus, il a fallu modifier le décret de 62 pour tenir compte de toutes les modifications qui avaient été induites par Chorus. Et sans rentrer tout de suite dans l'intelligence artificielle, mais pour montrer à quel point il y a un impact fort finalement entre les outils et les métiers, c'est que Chorus a conduit à recentrer le métier d'ordonnateur sur ces deux tâches principales, qui sont d'ordonner la dépense, donc, de l'engager, hein, de la concevoir, de la vouloir, et ça se traduit par l'engagement, et puis, d'autre part, de constater que le service ayant été fait, il y a bien une dette de l'État à l'égard du fournisseur ou de toute autre personne qui a fait un service pour l'État. On pourrait dire la même chose pour d'autres entités publiques.